Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les rouages d'un phénomène. Un mécanisme de fascination-répulsion. L'historien Serge Gruzinski écrit dans sa préface au livre de Pierre Ragon, Les amours indiennes ou l'imaginaire du conquistador. Il est ici question d'images, de fantasmes, de phobies nées au contact des réalités américaines et de leur circulation dans le monde des conquistadors espagnols. Dès la fin du XVe siècle, la découverte du Nouveau Monde, son exploration, sa conquête et sa colonisation ont engendré dans les imaginaires européens un foisonnement d'images et d'interprétations. À cette époque, le sens des éléments découverts par les conquistadors n'était pas donné d'emblée. Il manquait aux nouveaux arrivants une grille de lecture pour les déchiffrer. Les erreurs d'interprétation, les malentendus engendrés par l'incompréhension mutuelle vont infléchir les rapports entre le pays colonisateur et le pays objet de la conquête. Au fur et à mesure de leur avancée, les conquistadors, et les chroniqueurs après eux, vont osciller entre la fascination et le rejet des civilisations découvertes, la plupart d'entre eux montrant simultanément ces deux attitudes. En fait, de nos jours, la situation n'est guère différente. Le sociologue Patrick Charodeau indique au sujet de ce rapport complexe de fascination-répulsion, qu'il a étudié dans le cas de la relation entre la France et le Mexique, tel qu'il s'exerce aujourd'hui. Il ne faut pas considérer le terme fascination comme signifiant un attrait irrépressible pour l'autre. En fait, cet effet est le résultat d'un double mouvement. Parce que nous reconnaissons à l'autre une qualité, très positive, que nous ne possédons pas, cet autre nous attire comme représentant d'un modèle idéal auquel nous voudrions nous identifier, mais en même temps cet autre nous exclut parce qu'il possède ce que nous n'avons pas. C'est un des effets contradictoires du désir. Dans l'analyse des résultats de son enquête, il précise que, pour les Français interrogés résidant au Mexique, les Mexicains sont à la recherche de leur identité, ne se sentant ni purement indiens, ni purement espagnols, ni européens, ni américains, ce qui rendrait leur comportement ambigu et difficilement interprétable pour les Français. Mais il ajoute aussitôt que cette vision procède d'une longue histoire de domination culturelle de la France dans le monde, code culturel qui engendre nombre de malentendus. En effet, l'attraction très vive que de nombreux écrivains ont ressentie pour le Mexique ne va pas sans ambiguïté, et elle a souvent été accompagnée d'une répulsion tout aussi intense. Les auteurs anglais, souligne Walker, expérimentent à l'extrême l'ambivalence entre attraction et répulsion envers cette mystique du Mexique. C'est notamment le cas, comme on le verra plus loin, chez D.H. Lawrence et surtout chez Graham Greene. Tout se passe comme si le mirage mexicain exerçait sur eux une emprise qu'ils subissent sans pouvoir y échapper. Graham Greene avoue même « Le Mexique était quelque chose dont je ne pouvais pas me débarrasser, comme un état d'esprit ». Cette ambiguïté a également été analysée par Philippe Aulet-Laprune dans un livre subtil intitulé Mexique, Les visiteurs du rêve. Témoignant d'une profonde aversion qui souligne cruellement la dureté de la réalité, les écrivains anglo-saxons entretiennent un rapport d'amour-haine passionné, à la fois séduits et repoussés par cette différence aux accents sympathiques mais pour eux, non conventionnels, auxquels ils ne s'habituent pas. Le lecteur se demande parfois si ce n'est pas leur propre dégoût qui les fascine, si l'objet de leur attirance n'est pas leur propre conscience confrontée à l'altérité. C'est justement dans la mesure où le pays est perçu comme fondamentalement et profondément différent qu'il attire et fait rêver. Avec comme corollaire une approche de l'extrême, de l'excès, qui en fait constamment le théâtre d'une possible eschatologie. Le Mexique est une terre de rêve. Je veux dire, une terre faite d'une vérité différente, d'une réalité différente. Qu'est-ce qui fait du Mexique un des lieux privilégiés du mystère, de la légende, un lieu où le moment même de la création paraît encore proche alors que s'annonce inexplicablement l'autre moment suprême, celui de la destruction du monde ? S'interroge le Clésio. Un autre regard sur ce mystère constitutif est celui d'un auteur mexicain, qui tente d'en préciser la spécificité dans le rapport du pays à son passé. Il y a un Mexique visible et un Mexique invisible, suggère Octavio Paz. Un passé enterré mais toujours vivant. Non la civilisation indigène, elle est morte de mort violente durant la conquête, mais certaines structures mentales, certaines sensibilités et manières de voir les choses et le monde et enfin ce que l'on appelle l'idéologie inconsciente d'un pays. Mythe, obsession, image traditionnelle de la mère et du père, de la mort, du sexe.
Nombreux sont ceux qui ont observé l'étrangeté du Mexique, le voyant comme un lieu où des choses inexplicables se produisent avec le plus grand naturel, où les objets les plus improbables se côtoient, d'où son attrait pour les surréalistes, confère un frappage sans trois. Un monde irrationnel dont l'atmosphère onirique a été souvent soulignée, confère par exemple le récit de Mandiargue, un page 133. Certains vont plus loin et prêtent au paysage mexicain le pouvoir de créer ces phénomènes quasi surnaturels, des apostrophes induire chez l'observateur une sorte d'état rêveur, visionnaire, qui devient un thème récurrent dans de nombreux ouvrages. Et cette atmosphère bien souvent conduit à des cauchemars illustrant l'obsession de la mort, et singulièrement celle de la mort violente. Ainsi, l'histoire que raconte la nouvelle de Beethoven The Night Visitor, le visiteur du soir, en représente une figure archétypale. Elle met en scène Gall, un jeune Américain vivant au Mexique dans la brousse tropicale, dans des conditions précaires, qui se charge de garder en son absence la maison d'un médecin mexicain. Il reçoit alors la visite mystérieuse d'un Aztèque mort. Habile conteur, Traven prend soin de laisser le lecteur dans l'incertitude. Gall a-t-il rêvé cette étrange aventure ? Bien sûr, un matérialiste convaincu va répondre oui, mais quiconque a quelque peu traîné ses bottes au Mexique n'en sera pas si sûr. Mais qu'est-ce qui fascine tant les visiteurs ? Est-ce le paysage, les hommes, l'histoire archaïque, coloniale révolutionnaire, les mythes, l'omniprésence de la violence et de la mort, autre chose qui pourrait se nommer la mexicanité accent aigu. On peut certes aligner les clichés, quant au Mexique actuel, sur ce pays de contraste. D'un côté le désert, l'aridité, le vide, de l'autre la forêt, la jungle dévorant les pyramides mayas, la végétation luxuriante, plusieurs récoltes par an. D'un côté la richesse, l'abondance des ressources, de l'autre la pauvreté de la majorité de la population, la misère des Indiens. D'un côté la persistance de villages quasi primitifs, de l'autre la croissance des grandes villes disposant d'une technicité avancée. D'un côté le prestige historique, la trace de civilisation brillante, de l'autre les contradictions internes des problèmes politiques mexicains contemporains, etc., etc. Le paysage compte pour beaucoup dans le regard que les écrivains ont porté sur le Mexique. Chacun en a intégré dans ses livres des descriptions ou évocations plus ou moins précises. Un exemple chez D.H. Lawrence. Il y a un soleil étincelant, un vaste ciel chaud, de grosses collines vertes, solitaires et inhumaines et des montagnes, un littoral plat et étincelant avec des palmiers, parfois une mer bleue sombre qui n'est pas tout à fait de ce monde, puis de petites villes qui semblent glisser vers un abîme, et la porte de la vie fermée sur tout cela, rien que le soleil qui brûle, les nuages des apostrophes, oiseaux qui passent, les eaux pilotent des busards comme des mouches, les palmiers perdus et solitaires, la poussière épaisse des routes, les ânes qui se déplacent dans un nuage de poussière dorée. Ce n'est certes pas là une description objective ni réaliste, même si elle comporte des éléments précis et évocateurs. Lawrence fait se refléter sur le paysage mexicain l'impression de rejet, des collines inhumaines, la perception d'irréel, pas tout à fait de ce monde, et la sensation de vertige, des villes glissant vers un abîme, qui lui inspire. Un élément caractéristique de l'espace mexicain est constitué par la présence des volcans qui entraînent la conception d'un type de paysage particulier, devenu symbolique du pays même. Ce sont notamment les deux célèbres volcans de la vallée de Mexico, le Popocatépetl, la montagne qui fume, du nahuatl Popoca, émettre de la fumée, et Tepetl, montagne, et l'Ixtachihuatl, la femme blanche, Ixtac signifiant blanc et Cihuatl femme, qui dans la légende étaient des personnages. Popocatépetl était un guerrier amoureux de la princesse Ixtachihuatl. Après leur mort, les dieux recouvrirent leur corps de neige et les changèrent en montagnes. Ces deux mondes d'aspect grandiose, très élevés et couverts de neiges éternelles, ont conservé leur pouvoir sur l'imaginaire du pays. La présence obsessionnelle des deux volcans dans la vallée de Mexico, qui sera développée ici dans le chapitre sur l'Ori, page 73, a conduit à une transformation de ces paysages volcaniques en archétype de l'inconscient collectif mexicain. L'utilisation métaphorique du volcan par Lori n'est certes pas nouvelle au moment où celui-ci s'en empare. Ce qui est neuf chez lui, c'est d'une part le caractère identitaire du paysage volcanique et son rôle dans la trame romanesque, de l'autre son rôle unificateur par rapport à la thématique globale. L'image du volcan entraîne un faisceau de résonances ambivalentes. Risque, menace de catastrophe, mais aussi grandeur, majesté.
Elle reflète ainsi les doubles aspirations des personnages de au-dessous du volcan. L'histoire, c'est d'abord ce que l'on sait des civilisations du Mexique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.